Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier la Graduate School de me donner l'opportunité de présenter devant vous aujourd'hui. À la base, quand j'ai accepté la présentation, je me suis dit super, super opportunité. Je vais pouvoir prendre le temps et faire un point un peu avec moi-même. C'est quoi l'impact de la pandémie sur la santé mentale en France? Et j'ai très vite déchanté. C'est un boulot qui ça demanderait des mois et des mois de travail à temps plein pour comprendre quel a été réellement l'impact de la pandémie sur tous les indicateurs de santé mentale qu'on peut avoir, parce que il y a les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, les idées suicidaires, les tentatives de suicide, les passages aux urgences. Il y a aussi plein d'autres indicateurs de santé mentale comme les syndromes de stress post-traumatique qu'il faut regarder aussi. Donc en fait, c'est un vrai boulot, donc je me suis un peu calmée. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester sur votre faim puisque, voilà, l'ONS, donc l'Observatoire national du suicide, a sorti en septembre 2022 un rapport qui, justement, mesure l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 en France. Et donc, je vous invite à aller le consulter si cela vous intéresse. Juste un petit mot sur l'ONS, puisqu'ils ne le connaissaient pas jusqu'à il y a à peu près un an et demi. Donc, c'est l'Observatoire national du suicide. Il avait été créé en 2013. Ses missions sont de coordonner les différents producteurs de données, mais aussi d'identifier des sujets de recherche. Un point très important aussi, c'est de faire le pont entre recherche et politique de santé. C'est très important pour transformer la recherche en action. Produire des recommandations s'il y a lieu et définir des indicateurs de suivi de la prévention du suicide. Et à ce jour, il y a 5 rapports sur des thématiques très diverses. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est inquiété au début de la pandémie? Pourquoi est-ce que cette pandémie avait des raisons de nous inquiéter par rapport au risque suicidaire? Eh bien parce qu'elle touchait de très nombreux facteurs de risque déjà connus du suicide, notamment par exemple dans la sphère sociale. Il y avait toutes les problématiques liées à l'isolement, au deuil, aux fermetures de lieux de vie, à l'annulation d'événements. Dans la sphère économique, la pandémie a pu avoir un retentissement sur les pertes d'emploi, les situations financières, la surcharge de travail. Je sais que les chercheurs ici et les cliniciens ici voient très bien de quoi je parle. Un déséquilibre dans les horaires aussi. Et au niveau de la sphère de la santé, on a assisté à des ruptures de sang, évidemment, un engorgement des hôpitaux, et puis une incertitude face à l'infection. En 2020, on était face à une infection dont on savait pratiquement rien, on savait juste qu'elle était mortelle et qu'elle était contagieuse. Et ça pouvait être extrêmement stressant et inquiétant. Et donc, avoir une peur de la contamination. Et donc Marie-Claude l'a déjà dit, il y a eu énormément de publications sur le sujet. Je crois que dans la revue systématique dont elle parlait dans le BMJ, je crois que leur chiffre de départ, c'est plus de 90 000 références sur santé mentale et Covid-19. C'est énorme, c'est en 3 ans. 90 000 références en 3 ans. Donc, beaucoup de publications. C'est très difficile de tirer des conclusions précises. Notamment, Marie-Claude l'a expliqué, parce que la qualité des études n'est pas toujours au rendez-vous. A priori, dans le rapport de l'ONS, il n'y avait pas d'augmentation des décès par suicide en 2020, mais ça reste encore, il me semble, à confirmer. Et surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Il y a eu quand même une dégradation des indicateurs de santé mentale, comme le syndrome dépressif ou anxieux. Et encore, du coup, cette méta-analyse vient remettre un peu ces trucs en question. Mais en tout cas, en France, les résultats du baromètre santé qui sont sortis il y a quelques semaines sont assez formels. Il y a eu une dégradation de la santé mentale, en particulier chez les jeunes. Et c'était aussi ce qu'on retrouvait dans l'étude EPICOP. Et en fait, il y a eu surtout un impact inégal de la pandémie. Donc, on a beaucoup parlé des jeunes, les enfants, les ados, les étudiants aussi, même justement. Chez les femmes aussi, mais chez les personnes en situation précaire, ça a également été très compliqué. Chez les personnes avec des antécédents psychiatriques avant la pandémie. Et chez les personnes ayant attrapé le Covid et adhéré cette magnifique transition. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'infection Covid-19 et santé mentale en vous parlant de 2 travaux qu'on a réalisés sur la cohorte en population générale et PICOP. Donc pour Covid-19 pour Covid-19 et pensée suicidaire, au début de la pandémie, il y a une revue systématique qui est sortie et qui revenait sur comportement suicidaire en situation épidémique, et elle mettait en avant 9 domaines d'intérêt à explorer plus en détail. Et le 4e de ces domaines, c'était d'aller regarder les comportements suicidaires ou apparentés au suicide chez les individus qui étaient infectés. En ce qui concerne la plausibilité biologique, j'espère que je l'ai bien osé, il y avait quelques pistes qui étaient en faveur d'un mécanisme biologique entre SARS-CoV-2 et risque suicidaire.
soit parce que le virus peut pénétrer le cerveau, soit par des processus d'inflammation. Mais au moment où j'ai fait ce travail, on a fait ce travail, en population générale, il y avait très, très peu d'études longitudinales sur le sujet, et donc qui permettaient de regarder l'association dans le temps. Il y en avait une en Australie, c'était en mars-juin 2020, donc c'était au début de la pandémie. Et donc cette étude, l'exposition auto-rapportée au Covid-19 était associée à un risque plus élevé d'idées suicidaires par la suite, mais donc à 3 mois. Et au Royaume-Uni, entre avril 2020 et mai 2021, il y avait un risque plus élevé, cette fois-ci, d'idées auto-agressives. Donc pour les personnes qui ne savent pas forcément la différence, pensée suicidaire, il y a vraiment une pensée avec une volonté de vouloir mourir derrière. Idées auto-agressives, pas forcément. Donc là, il y avait un risque plus élevé d'idées auto-agressives associé à un Covid auto-rapporté. Et c'était indépendant du temps. Donc c'était à chaque vague, les deux étaient associés. Mais du coup, il n'y avait pas réellement d'études qui avaient regardé l'infection au Covid à un instant T et si c'était associé aux pensées suicidaires par la suite à distance de l'infection. Donc c'est ce que nous, on a voulu aller regarder. Est-ce que les symptômes évocateurs du Covid-19 auto-rapportés en 2020 étaient associés aux idées suicidaires en 2021? Et est-ce que c'était le cas aussi pour le statut sérologique quand on regardait un marqueur biologique d'infection au SARS-CoV-2? Et quand on voulait regarder l'association directe, on a eu recours au score de propension. Donc, pour faire ce travail, on a utilisé les données de la cohorte EPICOV, donc épidémiologie et conditions de vie sur le Covid-19, qui est copilotée par l'INSERM et par ANAPRES. Donc, pour mettre en place la cohorte EPICOV, 371 000 personnes ont été tirées au sort dans la base Fideli. Donc, c'est une base de l'INSEE, mais qui est alimentée par l'INSEE. Et le taux de participation à l'inclusion était de 36%. Donc, en mai 2020, lors de l'inclusion, on avait 134 000 participants. Lors du premier suivi, en novembre 2020, on en avait un peu plus de 107 000. Et lors du second suivi, en juillet 2021, il était un petit peu plus de 85 000. Je n'ai pas rajouté, mais il y a un quatrième suivi maintenant qui a eu lieu à l'automne 2022. Mais j'en ai pas besoin. Donc, notre outcome principal, c'était les pensées suicidaires en 2021, évaluées lors du second suivi en juillet 2021. Et la question était, depuis décembre 2020, avez-vous pensé à vous suicider? Oui, non. En ce qui concerne l'exposition, on en avait deux. La première, c'était les symptômes évocateurs du Covid-19 auto-rapportés, oui versus non. Et donc, ça correspondait au fait que les participants aient déclaré avoir eu au moins un épisode soudain et inhabituel de perte de goût odorat, ou alors une fièvre associée à une toux, des douleurs ou une oppression thoracique, ou des difficultés respiratoires ou un étouffement entre février et novembre 2000. La seconde exposition, c'était le statut sérologique pour le SARS-CoV-2, statut positif ou négatif. Pour avoir ce statut, en fait, dans la cohorte EPICOV, lors du premier suivi en novembre 2021, tous les participants étaient invités, s'ils le souhaitaient, à faire à donner un échantillon en fait sanguin. Donc c'est des gouttes de sang sur l'UVA pour analyse, et les anticorps anti-SARS-CoV-2 étaient recherchés dans ces échantillons de sang. Et du coup, pour l'information, parce que ça peut être quand même un peu important, plus de 94% des échantillons avaient été collectés avant janvier 2021, et donc avant le début de la vaccination. Et donc, la plupart de ces innovations ne sont très probablement pas dues à une vaccination. Donc, dans le score de propension, on a sélectionné un certain nombre de caractéristiques. EPICOV est une cohorte très, très riche. Et donc, on avait beaucoup de caractères socio-démographiques, donc l'âge, le genre, le lieu de naissance, le niveau d'études, mais aussi, par exemple, l'accès sécurisé en extérieur et la région d'habitation. Il y avait des caractéristiques économiques, le statut d'emploi et aussi la situation financière perçue, des caractéristiques de santé perçue, IMC, maladies somatiques avant la pandémie, troubles de la santé mentale avant la pandémie, consommation de tabac, alcool, et des indicateurs mis à disposition d'EPICOV par l'INSEE, comme la densité urbaine, les quartiers prioritaires, les compositions de ménages, les revenus du ménage et les taux d'hospitalisation lors du premier confinement. Donc, en ce qui concerne les analyses statistiques, je vais revenir dessus, mais donc, les prévalences que j'ai calculées ont été calculées grâce à la pondération de l'étude EPICOV.
On a l'imputation des données manquantes, d'accord. Donc le score de propension, c'est la probabilité, d'une part, d'un côté, de rapporter des symptômes évocateurs du Covid, et un autre score de propension pour la probabilité d'avoir un statut sérologique positif pour le SARS-CoV-2, sachant toutes les caractéristiques sociodémographiques de santé et les indicateurs de l'INSEE dont je viens de vous parler. Et ensuite, avec ce score, on a calculé une pondération inverse. En anglais, ça s'appelle Inverse Probability Weighting, donc IPW. Et on a utilisé cette pondération inverse dans des modèles de régression de poissons modifiés. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? L'IPW va venir équilibrer toutes les caractéristiques entre les deux groupes, symptômes, pas symptômes, ou statut sérologique, statut positif, négatif, va venir équilibrer tout ça pour que la seule différence qui reste, ce soit l'exposition. Et donc, si on voit une différence dans l'outcome, donc dans les pensées suicidaires en 2021, elle est probablement due à la seule différence qu'il y a dans la population, c'est-à-dire l'exposition, et donc soit les symptômes Covid-19 dans un cas, ou le statut sérologique dans l'autre cas. Et je suis désolée, la phrase en bas n'est pas française. Donc, le flowchart, excusez-moi, il est en anglais, mais je n'ai pas retraduit. Donc, on est parti des 85 000 personnes du second suivi des pick-up, donc de juillet 2021. On a enlevé les données manquantes sur l'outcome, les données manquantes sur les expositions. Et comme en 2020, je ne pouvais pas savoir à quel moment était apparue l'infection Covid par rapport aux idées suicidaires en 2020 ou aux tentatives de suicide en 2020, j'ai exclu les personnes qui avaient eu des pensées suicidaires ou des tentatives de suicide en 2020, puisque c'était important d'avoir vraiment la temporalité dans l'association. Et donc, au final, on se retrouve avec un échantillon d'un peu plus de 50 000 personnes. Alors, en fait, c'est parce que j'ai fait des imputations multiples sur 5 jeux de données et que le journal dans lequel on a publié tenait à ce que je fasse apparaître les stinges. Voilà. Ils m'ont fait aussi mettre en matériel supplémentaire les 5 jeux de données. C'est pas. Ouais, des fois que j'invente des choses. Donc, en ce qui concerne les résultats, on avait une prévalence d'idées suicidaires dans la première moitié de 2021 de environ 1,7%. Alors, c'est pas un indicateur classique, les pensées suicidaires dans les 6 derniers mois. D'habitude, c'est plutôt pensées suicidaires dans les 12 derniers mois. Donc, essayez pas de le comparer avec des indicateurs que vous auriez déjà vus avant. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que juste en analyse bivariée, on voyait déjà sortir une différence. C'est que, a priori, il n'y avait pas de différence entre statut sérologique pour le SARS-CoV-2 en 2020 et des suicidaires auto-rapportés en 2021. Tandis que quand on regarde pour les symptômes, c'est très différent. Parmi les personnes qui ont rapporté des idées suicidaires en 2021, on avait presque 23% de personnes qui avaient eu des symptômes, qui avaient rapporté des symptômes, alors que chez les personnes qui ne rapportaient pas d'idées suicidaires, c'est plutôt 13%. Et donc, quand on passe aux analyses avec les scores de propension, ces résultats se maintiennent. Donc, en haut, ici, on a l'association brute symptômes Covid et des suicidaires en 2021. Ici, c'est quand on utilise l'IPW. Donc, elle baisse, mais elle reste significative. Donc, quand on a rapporté des symptômes Covid en 2021, on a un risque plus élevé de rapporter des pensées suicidaires en 2021. Ça, c'était juste une autre méthodologie. On pourra en parler si vous voulez à la fin. J'ai pas trop le temps. Pour le SARS-CoV-2, donc ici, c'était l'association brute entre un statut sérologique positif pour le SARS-CoV-2 en 2020 et pensées suicidaires en 2021. Et donc, quand on utilise l'IPW, l'association reste non significative. Et pour l'association entre Covid-19 et pensée suicidaire, quoi qu'on fasse, elle reste. Donc ici, c'est l'association dont je viens de vous parler avec l'IPW. Là, c'est quand on enlève les personnes qui ont eu des symptômes en 2021 aussi. Ça, c'est dans le groupe qui avait une sérologie positive. Et donc, l'association n'est pas significative, mais elle est quand même, surtout dans mon sens, donc c'est plutôt, cette non-significativité, elle est peut-être plutôt due à tout simplement une force de puissance. Ça, c'est dans un groupe qui avait une sérologie négative. Donc, si on n'a pas d'anticorps anti-SARS-CoV-2 dans notre échantillon de sang, mais qu'on a rapporté les symptômes Covid-19, on est plus à risque de pensée suicidaire en 2021. Ça, c'est lorsque les symptômes datent de fin 2020. Et ici, c'est plutôt été 2020 et là, plutôt début 2020. Donc, il semblerait quand même qu'il y aurait une temporalité. Plus l'infection elle est proche, plus le risque est élevé. Et donc, en fait, ces résultats, on trouve des résultats similaires lorsqu'on regarde pour l'anxiété et la dépression. Donc, c'est des résultats qui vont apparaître très, 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 très prochainement. Donc, en fait, dans EpiCov, on avait accès aux symptômes dépressifs
grâce à une échelle de mesure qui s'appelle le Patient Health Questionnaire, mais je ne savais pas à quel point il fallait développer aujourd'hui. Et les symptômes anxieux par une autre échelle qui s'appelle le Generalized Anxiety Disorder. Et cette fois-ci, on a utilisé un score de propension, mais on n'a pas fait une pondération inverse, donc un appareil. Et donc, on repart de votre second suivi de psychologue avec 85 000 personnes. On enlève les personnes qui ont des données manquantes sur l'outcome, donc anxiété ou dépression. On enlève les personnes qui ont des données manquantes sur les expositions. Ici, on a directement enlevé les personnes qui avaient eu des symptômes Covid ou des tests antigéniques positifs ou des PCR positifs en 2020. Ici, on a enlevé les personnes qui avaient des antécédents de santé mentale. Et donc, ce qu'on trouve très rapidement, c'est que en noir, vous avez toute la population. En rouge, c'est les personnes qui ont un statut sérologique positif. En bleu, les personnes qui ont un statut sérologique négatif. Dès lors qu'il y a des symptômes de Covid en 2020, il y a un risque plus élevé de symptômes dépressifs en 2021, peu importe la population. C'est la même chose pour les symptômes anxieux. Et donc, par contre, lorsqu'on regarde le statut sérologique, là, il n'est pas associé. Donc, en discussion, il semblerait quand même qu'avoir eu des symptômes évocateurs, en tout cas en 2020, ça associe un risque plus élevé de pensée suicidaire, de symptômes dépressifs et de symptômes anxieux en 2021. Pourquoi ? Parce que l'infection, elle a pu avoir des conséquences sur la vie quotidienne des gens. Donc, ça a pu mener à des hospitalisations, éventuellement à des symptômes persistants que ne peuvent pas rentrer dans l'utilisation de Covid long, ça peut ne pas avoir suivi les dernières définitions. Ça a pu avoir un retentissement sur l'emploi aussi, sur la situation financière. Il peut y avoir, pour les pensées suicidaires, une médiation par la dépression et l'anxiété. On a vu, ça peut être symptômes Covid, dépression, anxiété. C'est un facteur de risque connu des pensées suicidaires. Ça peut aussi être que les individus qui étaient symptomatiques en 2020 étaient probablement plus à risque d'avoir des personnes symptomatiques dans leur entourage et donc d'avoir dans leur entourage des cas graves, des décès, des deuils, et on sait que ces choses-là sont des facteurs de risque de pensée suicidaire. En ce qui concerne la séropositivité au SARS-CoV-2, a priori, elle n'est pas associée aux pensées suicidaires, aux symptômes dépressifs ou aux symptômes anxieux. Peut-être parce que le SARS-CoV-2 n'est pas impliqué dans le risque suicidaire, et maintenant ce serait une bonne nouvelle. Peut-être aussi que, en fait, nous, via le statut sérologique, on sait juste si la personne a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 ou pas. Mais on ne sait pas quand a eu lieu l'infection, on ne sait pas quelle forme elle avait, on ne sait pas sa sévérité. Et donc peut-être qu'en fait, c'est pas le marqueur le plus pertinent pour aller explorer ces relations. Merci.